Merci à l'équipe du Festival Format de nous recevoir, on est très content d'être ici. Merci également à la LIR de nous accueillir dans ce joli amphithéâtre sonorisé. Peut-être un peu trop, parfois, mais ça va bien se passer. Comme l'a dit Marie, donc, nous sommes le studio Superscript. On a démarré notre aventure avec Pierre quand on est sorti des Beaux-Arts de Valence en 2006, ce qui représente aujourd'hui 18 années de collaboration intense. Notre production se caractérise par un côté très pluriel dans les sujets et les objets que l'on aborde. On va avoir pas mal de projets qui vont tourner autour de l'identité visuelle. On a de l'édition, on a de l'affiche, beaucoup pour des événements, beaucoup de travaux aussi dans le milieu culturel et le domaine industriel avec lequel on a eu la chance de pouvoir travailler. La restauration également, avec le logo de la brasserie Georges à Lyon, qui est une institution alsacienne d'ailleurs, installée en terre lyonnaise, où la choucroute est délicieuse. Là, on va faire défiler quelques travaux un petit peu de ces dernières 18 années, pour vous montrer un peu l'étendue des projets sur lesquels on a pu se pencher pendant ces 18 années de carrière. Donc là, on a pas mal de logos, on a également des projets de web, parce qu'on a aussi également développé pas mal de petits sites pour ces différents projets et différents commanditaires. En fait, ce qui est intéressant, et c'est ce qui va être un peu le thème de cette conférence ce soir, c'est qu'en fait, au-delà de tout ce travail de commande dans lequel on essaie toujours d'inscrire une réflexion qui est la nôtre, pour amener des réponses qui nous ressemblent et qui correspondent aussi aux besoins de nos commanditaires. Il y a une dimension qui nous intéresse depuis, je pense, qu'on est étudiant, c'est la relation de l'image au son. Je ne sais pas pourquoi on a cette fascination depuis toujours. Donc on a toujours eu envie d'amener cette dynamique en fait sonore et auditive dans nos travaux, qui nous a amené, comme vous pouvez le voir un peu dans les projets qui défilent là, à pratiquer la typographie dans un aspect qu'on dénommerait, nous, comme la typographie expressive. C'est-à-dire de considérer la lettre comme, évidemment, un caractère identifié et à lire, mais également une forme graphique à part entière qui peut être expressive, plastique et visuelle. Donc bah voilà, là c'était pour brosser un peu ce qu'a dit Patrick précédemment, un peu les différents projets du studio. Donc là, par rapport à ce que tu disais sur la typographie expressive, là c'est un peu un exemple d'un travail avec un festival de musique électronique à Dijon qui s'appelle le Cirque, avec lequel on travaille depuis 4 ans maintenant. Donc là où la lettre, les jeux typographiques prennent vraiment, on va dire que c'est ce qui forge un peu l'identité de l'événement et l'énergie de la communication. Donc voilà, nous c'est un peu c'est un peu la colonne vertébrale du studio, quoi, cette recherche de typographie expressive. Là on le retrouve sur d'autres. Ça c'est un événement pour un coiffeur à Lyon qui fête ses 25 ans. Et voilà, après là les images sont un peu pêle-mêle dans le désordre, et après on va rentrer plus dans le détail. On a sélectionné je crois 4-5 projets qui traitent plus de cette relation visuelle-musique, ou cette notion de flux, d'onde, d'oscillation qui est un peu au centre de nos préoccupations. C'est peut-être même ce qu'il faut le plus retenir, c'est oscillation, flux et onde, parce que vous allez voir à quel moment on essaye de détricoter le système et d'arriver à en faire des choses qui vivent et qui existent graphiquement et plastiquement. Bah là où on n'est pas dans le thème, mais dans les. Waouh. C'était bien cette boîte d'armaison. Là c'est des visuels on travaille depuis longtemps avec un centre d'art au sud de Lyon qui s'appelle Molly Sabata. Là c'est en dehors de la thématique, mais voilà, c'est un client qu'on a depuis 2009, voilà, avec qui on a tissé vraiment un lien depuis longtemps, et là on voit quelques extraits des visuels des différentes expositions qu'ils ont pu
mettre en place. Il y a une exposition chaque année et depuis peu, c'est ce qu'on voit à droite, c'est un visuel pour annoncer chaque année en fait les différentes résidences et les différents événements qu'il y a. Je rebondis rapidement sur ce que disait Anna tout à l'heure sur le côté agréable de pouvoir travailler longtemps avec un commanditaire. Ça permet de créer dans le temps une relation de confiance et de liberté et qui permet toujours d'envisager les projets de façon un petit peu plus ambitieuse. Et c'est assez précieux de pouvoir partager plus de 10 ans de collaboration avec un commanditaire. Parce qu'après, à partir d'un certain temps, on n'est presque plus dans une relation de travail, mais plus dans une véritable collaboration, où ils savent vous parler et on sait les comprendre. Et Molly Sabata fait partie de ce genre de commanditaire avec lequel on arrive à conserver un espace de jeu permanent depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est assez rare pour être souligné de parler justement de cette relation longue au commanditaire et de ce que ça apporte en tant que designer comme champ et espace d'expression et de liberté par rapport à un sujet qu'on maîtrise sur le bout des doigts et comme eux maîtrisent notre langage graphique sur le bout des doigts également. Voilà, chacun de ces visuels qu'on a vus, là celui avec ce titre magnifique, Caca Bleu Véritable, c'est le dernier, c'est l'exposition qui a démarré au mois de mi-septembre. Et à chaque fois, il y a vraiment, c'est ça qui est très intéressant, c'est que Joël Riff, qui fait un peu le commissariat d'expo, nous donne à chaque fois son propos. C'est très riche en termes de références, de discours, etc. Et à chaque fois, ça donne nous des choses dans lesquelles on peut aller puiser. Donc chaque visuel a sa petite histoire. Là, l'idée c'était pas de les détailler, mais voilà, pour nous, il y a ce petit pôle d'image là parce que c'est vraiment un client qui nous tient à cœur, avec lequel, voilà, comme disait Patrick, c'est créer une vraie relation, de vrais liens et ça crée des collaborations riches, dont ça qui a été une année une invitation en résidence à Molly Sabata en vue de faire les cartels, de se pencher sur la question du cartel d'exposition, parce qu'ils avaient un espace à Artorama à Marseille. Donc c'était en 2019 et donc ils voulaient qu'on réfléchisse à cette question du cartel. Donc on a passé une semaine là-bas et finalement en fait les supports des cartels ont été des choses qui ont été glanées dans les caves, dans les greniers de la résidence, à savoir des restes de carrelage, des chutes de bois, de contreplaqué, de plexiglas, et ça a ainsi déterminé des formats parfois plus grands que les œuvres qui étaient associées avec. Sachant que voilà, on avait juste on voit les différents textes, voilà, qui a été à mettre sur le cartel, certaines œuvres qu'on n'avait même pas vues en plus, voilà, et donc on a mis en place un petit procédé génératif avec une typo qu'on avait dessinée qui pouvait s'étirer, et l'idée c'était que ça prenne le fichier texte, qu'on rentre le format dans des supports qu'on avait glanés, et ensuite avec un plotter on venait imprimer notre cartel. Donc là, ce livre-là, c'est un livre sur... C'est un livre sur Albert Glaise, qui était le fondateur de ce lieu de résidence. Et voilà, on a récupéré tout ce qu'on pouvait, tous les déchets, ou même des restes d'exposition d'autres artistes. Et l'idée, c'était justement de venir les intercaler avec les œuvres pour faire exister le cartel à côté de l'œuvre à laquelle il correspondait, et de rendre aussi le projet du cartel comme un projet artistique en soi. Donc voilà, après d'autres interventions, qu'on détaillera pas, mais des projets un peu plus de recherche, où là c'était des différentes formes issues de la commande qui ont été recyclées via un générateur. Voilà, ça c'était un peu l'introduction pour essayer de montrer un peu les différentes terrains de recherche ou différents commanditaires du studio. Et que notre production est très mutante, comme vous avez pu le constater. On va démarrer justement sur cette question de la relation à Londres avec un très court projet. On ne va pas rester très longtemps sur ce projet-là, mais c'est un carton d'exposition pour une exposition à Molly Sabata, justement, qui s'appelle les Épis Girardon. Rapidement, les Épis Girardon, c'est un dispositif en béton qui a été mis en place dans le Rhône pour éviter les crues. Et donc, en fait, ce sont des systèmes de structures en béton qui vont créer des tourbillons et ralentir le courant du Rhône et éviter que l'eau aille trop vite et que le Rhône ne déborde. Donc nous,
ce projet-là va ouvrir un petit peu la thématique de l'onde, puisqu'en fait, on a essayé de représenter à travers la typographie cette idée d'un flux qu'on canalise pour essayer de lui donner, de le freiner, de le stopper, et en même temps d'évoquer cette notion du mouvement. Et ça nous a amené à dessiner ce caractère qui évoque ce que jouent comme rôle ces épigirardons, c'est-à-dire de freiner, stopper le flux. Et ça nous a amené à avoir cette première intention, enfin ce carton qui évoque justement cette question du mouvement retenu, des choses qu'on contrôle, et qui en même temps évoque cette question du mouvement qu'on ne peut pas non plus arrêter définitivement. Donc c'était un peu le premier petit projet qui va ouvrir le reste des études de cas qu'on va vous proposer ensuite. Donc là, c'est un travail sur la pochette d'un album de deux groupes de dub phares de la scène dub française, à savoir Hightone et Zenzile, qui avaient déjà fait un premier album en commun il y a longtemps, je ne saurais pas dire de quand ça date, et qui ont décidé de se retrouver, de faire un Zentone 2 longtemps après. Je ne sais plus combien d'années les séparent. Là, j'ai un une petite dizaine d'années, hein, je pense. Ouais. Et donc nous, pour cette idem, pour cette là-dessus, on n'avait pas trop on va dire d'intention de leur part. On avait un peu, carte blanche là-dessus. Donc nous, pareil, on a réfléchi un peu à ce qu'est le dub. Bon, là, on voit des ondes sonores, mais surtout à cette question d'écho et aussi de vibration qu'on peut retrouver dans cette musique. On allait regarder aussi sur d'autres pochettes et d'autres registres musicaux, mais comment cette question de vibration, d'écho peut se traduire avec des jeux typographiques. Ça, c'était un peu les références un peu qui nous ont guidés dans ce projet. Et ensuite, on est parti de la suite mathématique de Fibonacci, avec lesquelles on voit ces fameuses grilles qui peuvent nous dessiner aussi le nombre d'or. Mais là, plus s'en servir comme process pour créer une progression dans comment les formes se répètent et s'amplifient, comment traduire cet effet d'écho. Et réfléchir aussi de quelle manière on va pouvoir l'animer et jouer avec. Donc on est parti d'une forme très simple, l'ellipse, et en l'occurrence là c'est uniquement des demi-ellipses. Donc voilà, ça c'est les premières recherches formelles, un peu les premières intentions. Qui, une fois mises en assemblage et en perspective, pouvaient aussi évoquer des lettres. Et avec cette matière justement qui évoque la résonance et l'écho, assemblé en blanc sur fond noir, pouvait faire apparaître les lettres du nom du projet, donc Zentone. Donc vous pouvez voir un petit peu ici comment, tout à coup, l'utilisation de cette notion de l'écho et de la réverb, parce que dans dub on parlera beaucoup plus de la réverb, va donner naissance au lettrage qui sera utilisé ensuite pour la pochette de l'album de Zentone. Et qui dit dub, le dub, on va faire rapide, on va pas faire un cours de musicologie ce soir, mais en fait c'est une branche qui dérive donc du reggae, qui est ralentie et où on va justement en termes de son triturer beaucoup la notion d'écho et de reverb. Et qui dit dub dit son système, puisque du coup ça embarque aussi tout on va dire c'est même pas un imaginaire, c'est une forme de cahier des charges de restitution de ce genre de musique. Et son système qui vient de Jamaïque, mais qui a été surtout développé en Angleterre, a été pour nous un élément visuel très inspirant dans ce qui va devenir la pochette ensuite. Voilà, ces structures de sound system, de murs d'enceinte, ça a vraiment guidé un peu les intentions. Ça c'est ce qu'on a retenu au final, mais on a fait différents essais de compos, comment on pouvait imbriquer en fait ces jeux optiques de formes qui finalement sont des lettres, et créer un jeu de lecture avec le nom de l'album, en tirant un peu inspiration des matrices que créent ces sound systems. Donc voilà, on arrive à cet objet-là au final, avec là les labels sur chaque disque
qui reprennent un peu les jeux graphiques et qui essaient de redessiner une lettre pour les faces ABCD. Et ce qui va devenir intéressant aussi à travers ce projet, tout à l'heure on parlait du fait qu'on imprime quand même beaucoup moins qu'avant et qu'aujourd'hui les commanditaires ont de grandes velléités au sujet de la communication digitale. Nous, cette partie numérique a été pour nous un bon tremplin pour pouvoir s'amuser sur des expériences d'animation en code et d'interactivité sonore, et qui vont amener ensuite le projet à vivre et exister de manière dynamique sur les réseaux sociaux. Et là, normalement, il faut remettre le son. Ah. Donc voilà, on a mis en place, je crois, 3 ou 4 teasers qui servaient pour la communication digitale de la sortie de l'album, et c'était pour nous une opportunité parfaite justement pour donner vie à ces formes qui sont qui fonctionnent dans le cadre de l'artwork, d'un print, mais c'est aussi intéressant de les re-questionner et de voir. Alors on n'est pas au top, j'ai l'impression, sur le son, mais on entend quand même un peu. Vous entendez grésiller un petit peu? Bon ben voilà. Si vous achetez le disque, ça grésillera pas normalement. Donc voilà, pour nous c'est des choses assez intéressantes, même si ça reste des objets de com satellites qui sont sur le temps d'une campagne numérique, mais qui permettent justement de donner vie à ces formes et de les voir autrement, de les questionner autrement. Et voilà, nous, ça, c'est vraiment dans nos préoccupations. C'est aujourd'hui, on le retrouve sur d'autres projets qu'on montrera pas forcément, mais voilà, quand on met en place un système graphique, comment on peut lui donner vie alors nous, on fait pas trop de motion, mais souvent, c'est connecté au code, c'est comment on peut lui donner vie, soit de manière générative, ou comment il va pouvoir se mettre en mouvement, pour la partie numérique qui aujourd'hui, comme ça a été dit précédemment, prend une part de plus en plus importante. Et donc ce processus animé et dynamique qui a été un peu initié dans Zentone nous a donné envie de le pousser encore plus loin pour un autre projet qui est le projet du Festival Nuit Sonore à Lyon, un festival de musique électronique. On fait un petit panel de toutes les affiches qu'on a réalisées pour ce festival. Et il y a un petit détail dans l'histoire qui est intéressant, c'est qu'en fait, en 2013, donc il y a une affiche que vous allez voir, on va s'arrêter dessus. En 2013, on avait déjà cette envie de connecter l'image et le son. Et là, on revient exactement, on fait un back-forward sur la conférence précédente où on parlait de Cornelius Cardio, que je vous réinvite à aller poncer à mort. En fait, on se penchait déjà sur comment peut-on retranscrire graphiquement une partition d'un morceau et comment rendre visible la dynamique d'un morceau. Et en 2013, le projet qu'on a proposé au Festival Nuit Sonore, c'était de récupérer des MP3 de tous les artistes qui allaient se produire sur le festival, de les passer dans une petite moulinette une petite moulinette maison qu'on avait développée nous. Et en fait, on avait ce petit outil en processing, si je me souviens bien, qui, selon des règles préétablies, retranscrivait la dynamique du morceau qui lui avait été envoyé. Donc on avait un système de code qui représentait un peu les patterns de basse, de médium, d'aigu, de densité et de volume. Et ça nous permettait de générer une matière infinie de visuels qui allait être utilisés ensuite pour l'identité du festival. Donc ce projet-là, il est aussi le reflet de cette question qu'on se pose en permanence, un peu une obsession, de se dire le son et l'image, c'est éminemment connecté, et comment on peut trouver des solutions visuelles pour le rendre tangible à la fois au niveau des oreilles, autant au niveau des oreilles que des yeux. Donc, du coup, 10 ans plus tard... 10 ans pile poil. Ouais, 10 ans pile poil plus tard. Il y a eu des pauses que Nuit Sonore, on a commencé, donc c'était 2011, la première campagne de communication, et on avait refait l'identité également du festival. Ils reviennent nous voir en 2023 en disant vous avez fait plusieurs éditions, vous avez déjà fait 5 éditions auparavant, c'est les 20 ans du festival, donc on aimerait que
de nouveau, vous prenez en charge la communication de l'événement avec un jeune studio en collaboration. Donc on a choisi de travailler avec Anthony Couret, qui lui a plutôt un profil, on va dire, développeur, et qui a fait de l'installation interactive, de la scénographie, beaucoup de web aussi pour manger. Mais qui a une pratique assez intéressante sur les recherches numériques et expérimentation numérique. C'est surtout ça qui nous intéressait. Et donc on a travaillé ensemble et on est tout de suite parti aussi sur ces spectrogrammes. Donc ce qu'on voit tout en haut, c'est, on va dire, le spectrogramme que vous pouvez voir sur SoundCloud ou dans plein de... Et il y a d'autres aussi spectrogrammes, on va dire, un peu plus riches visuellement, avec différentes couleurs. Donc plus ou moins de précision aussi. Plus ou moins de précision. Et voilà, c'est à la fois des images très techniques et scientifiques qui nous fascinent, qui sont comme ça difficiles, assez difficiles à lire, mais qui créent vraiment une texture qui nous intéressait. Ça a été un peu le point de départ de nos différentes recherches. Pour cette édition-là. C'est une cartographie physique du son. Et aussi, on a regardé des choses. Par exemple, John Witness, c'est pas. Là, on sort du spectrogramme, mais c'était des premières expérimentations aussi audio, réactives, quoi. Un visuel vraiment qui va réagir au son, ou aussi dans le travail de Bill Viola sur ces choses qui rejoignaient un peu ces textures qui nous vraiment nous intéressaient, ce qu'on avait dans le spectrogramme. Et après, il y avait cette idée-là, et c'était se dire aussi, c'est les 20 ans du festival, comment créer cette... des ondes, on a fait plein de tests autour de ça, juste des ondes graphiques, etc. Mais on s'est dit quelle matière quelle matière première pour ces ondes. On avait déjà fait le son en 2013, c'était une cartographie des morceaux. Là, du coup, on s'est basé sur 20 ans d'images d'archives du festival. On a demandé au festival de nous mettre à disposition une sélection de photos, pas non plus déjà une première sélection de photos. Et on s'est dit, tiens, on pourrait se servir de cette matière image. Et pareil, reparler aussi de ce qu'est la musique, notamment la musique électronique, avec cette question de sample, donc nos matériaux sources, la question de répétition, qu'on va retrouver également aussi dans la musique, d'oscillation avec nos ondes et de diffusion. Donc là, vraiment, ce qu'on voit, c'est vraiment le process, comment on a formalisé notre réflexion sur ce projet-là. L'input, c'est les images d'archives, et ensuite venir les répéter, les faire osciller dans l'espace, et donc dans la phase, on va dire, oscillation qu'on voit ces images sont passées en noir et blanc, et ensuite pour y venir diffuser un jeu de couleurs qu'on a prédéfini pour l'identité de cette édition. Donc voilà un peu le process qu'on a. Donc les images qu'on voit en haut, c'est avec très peu d'échantillons. Et en fait, si on augmente le nombre d'échantillons, on arrive à cette texture à la fois foisonnante. L'image n'est plus lisible, mais c'était vraiment l'idée, le prétexte de dire, tiens, c'est ces images d'archives qui vont nous générer ces textures. Donc effectivement, des images beaucoup plus simples, beaucoup plus calmes. Là, il y a du bruit, c'est des images de foule, et il y a beaucoup d'images dans les images d'archives d'événements avec du public, etc. C'est celles qui marchent plutôt bien dans ce système, parce qu'effectivement, elles ont beaucoup de bruit déjà. Donc voilà un peu les premières textures. Et donc aussi, l'intérêt là-dedans, c'était aussi de se dire, et c'était dans nos recherches déjà, que ces éléments puissent prendre vie. Donc après, pour ceux qui aiment les maths, c'est que des sinus qui s'additionnent, etc. C'est assez fascinant aussi les maths pour ça. Et donc après intervient par-dessus, on va dire, la couche plus graphique, avec un dessin rapide maison des initiales du festival et le 20 pour marquer cette 20e édition,
avec l'idée que ce lettrage, il allait être maltraité pour pouvoir s'étirer sur la pléthore de supports qu'il y a dans cet événement, à savoir des bâches sur les différents sites du festival. Enfin, il y a un déploiement assez fort. Donc, on avait prévu que cet alphabet devait être maltraité et pouvoir s'étirer sur je sais pas, quelque chose de 10 mètres de long et dans lequel, bien sûr, ce caractère vient accueillir la texture. Donc voilà, là on voit des exemples de déploiement signalétique rapide où il y avait simplement des ondes graphiques qui étaient générées. Donc le fait aussi d'être dans un système génératif présente un avantage sur ce genre d'événement. Il y a eu des éditions précédentes, alors on n'a pas détaillé, mais il y avait des choses où on était parti d'un visuel et ensuite nous c'était en interne, c'était une personne pendant 3 mois au studio et plus du côté de Nuit Sonore qui fait des déclits, des annonces presse, etc. Là l'avantage c'était un petit programme, on rentre le format, que ce soit du print ou du web, on met, hop, ça génère une pléthore de visuels et on les donne à l'équipe du festival pour leur déclinaison. Donc ça, c'était quelque chose d'assez flexible aussi. On montre pas l'arrière-boutique, mais pareil, sur ce genre de commanditaire, on aime bien aujourd'hui construire nos propres outils, ce qui permet de réfléchir vraiment au concept et ensuite le déploiement de l'automatiser un maximum pour pas avoir à se faire les bâches des bars, etc. Enfin voilà, c'est un peu dans nos préoccupations actuelles aussi, comment on peut automatiser certaines choses pour vraiment se focus sur le process visuel, on va dire, d'un projet comme celui-ci. Parce que dans des échelles comme des projets comme celui-là, ce qui est le plus fun, c'est de réfléchir à l'image. Quand il faut déployer ça sur des programmes, des bâches, tous les systèmes de goodies, on lui fait beaucoup, puisqu'on a beaucoup travaillé avec des festivals. Vous aussi, hein, vous connaissez bien le sujet de la grande déclinaison de tout ça. Et c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus drôle à faire, et c'est très très laborieux, et c'est très chiant parce qu'il y a des problématiques liées à des contenus qui sont pas les bons, des deadlines qui sont parfois de l'ordre de la catastrophe nucléaire. Donc disons que c'est à travers ces dispositifs-là, en plus de nous éclater vraiment fort dans ce que c'est que de la pure recherche visuelle, ça nous permet aussi de mettre en place exactement ce que disait Pierre, ces outils qui vont un petit peu nous alléger le travail sur ce poste et pouvoir presque, on va revenir à la question du temps, mais plutôt considérer un projet pour un festival de 0 à 1, on va pouvoir faire de la créa de 0 à 0,8, et de 0,8 à 1, on fera les déclinaisons, et ça va aller très vite à faire. Voilà, on préfère aujourd'hui passer du temps là-dessus sur le concept visuel, et aussi il y a le temps de réfléchir aussi comment on crée ces petits outils automatiques. Alors c'est pas que du code, mais ça peut être aussi comment mettre en place un process de travail, enfin voilà, pour avoir ces choses assez efficaces, surtout sur cette typologie d'événements qui demande beaucoup de choses, avec, comme l'a dit Patrick, des deadlines, donc des fois il vaut mieux passer du temps enfin aujourd'hui c'est comme ça qu'on envisage les choses, sur le process et sur perdre du temps sur de l'automatisation pour en gagner après sur la dernière ligne droite, sachant qu'après c'est des outils qui peuvent être des fois certaines briques réutilisées dans d'autres projets, au-delà de l'aspect visuel. Donc ça c'est une des préoccupations un peu majeures. Pas que, mais voilà, c'est une... Donc là, ici, on voit une déclinaison animée du process avec pareil le line-up, parce qu'il faut mettre tous les noms. 74 000 artistes. Une affiche qui aurait dû exister avec 112 noms, et on leur a dit, mais on peut pas mettre 112 noms dans une affiche comme ça. C'est pas possible. Il y a déjà 112 logos, alors il va falloir choisir. Il va falloir choisir. Elle a été imprimée chez un imprimeur pas très connu, mais vers Strasbourg, je crois, mais on connaît pas trop. Il fait de la sérigraphie. Avec la grenouille enchantée, un truc comme ça. Ouais. Je me souviens plus. Un reptile ou quelque chose, mais ouais, je sais pas. Un truc avec une bête. Et enfin voilà, donc ce qui est intéressant, voilà ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur Zentone, c'est de penser à un système à la fois statique, qu'il ait son énergie propre, et comment il peut venir prendre forme sur maintenant toutes ces campagnes digitales qui arrivent aussi vite qu'elles disparaissent. Hein. C'est aussi très éphémère, c'est encore plus éphémère qu'une affiche, quand on le voit 10 secondes sur un flux
de réseau et ça disparaît, mais voilà, au moins il y a cet intérêt pour cette recherche. Et ça nous permet de maîtriser jusqu'au bout les intentions graphiques qu'on a initiées dès le départ, en fait. Loom, ça va aller vite. Attends, t'en reviens juste... non, mais reste là. Non, mais reste là, c'est bien. Ça va aller vite, mais c'est marrant, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, comme on dit. Elle est nulle, cette expression, d'ailleurs. Mais Loom, on reçoit un appel cette année d'un studio d'enregistrement un peu pointu à Paris, justement très technique, qui nous disent voilà, on aime beaucoup votre travail, on aimerait bien que vous réfléchissiez à notre identité visuelle. On leur dit il n'y a pas de problème, on va déjà faire un devis. Et vous allez surtout nous briefer parce que nous, si vous nous expliquez pas ce que vous faites, on va avoir du mal à se projeter dans votre projet et proposer quelque chose. Et là, il nous envoie une liste de mots très brève où il nous parle de courbes, de périodes, de fréquences et de boucles. Et là, on se dit, tiens, c'est bizarre quand même. On fait ça tout le temps. Donc, oui, on va le faire ce projet, on va regarder. Et du coup, c'est un projet qui ne va pas, là, pour le coup, aller dans l'animation, mais qui va aller sur une autre façon de synthétiser l'onde à travers de la typographie. Et là, on refait la boucle avec la typographie expressive dont on vous parlait au début. Vous avez vu, c'est hyper bien structuré. Donc là, on reprend le système d'ondes sonores dont ils nous parlent et dont ils sont très friands et dont c'est le métier. Et là, on commence à déployer un lettrage, en fait, qui va être utilisé pour dessiner le logo. Et c'est un projet qui n'a pas une grande envergure, c'est un jeune studio d'enregistrement avec beaucoup d'envie de faire les choses très très bien. Et nous, c'était très amusant parce qu'en fait, c'était une nouvelle fois une façon de rejouer cette partition de toutes les études qu'on a pu faire en amont autour de cette question de l'onde, de la période, et de pouvoir aussi la faire exister en tant qu'identité visuelle et pas que en tant qu'image décorative. Et ce projet tombe pile poil au moment où on est dans Nuit Sonore, on réfléchit à ces questions d'ondes et où on leur propose tout un système de déclinaison et de potentielles animations qui peuvent être intéressantes par la suite. Mais c'est surtout, voilà, ça tombe pile poil après Nuit Sonore dans le sens où de l'image on passe au logo, on passe à l'identité, on passe au signe, on passe à quelque chose de synthétique qui est là pour dire et parler de la structure d'un projet professionnel. Et on avait choisi de l'intercaler comme ça, justement, dans toute cette petite thématique de l'onde dont on vous parle ce soir, pour montrer un peu les étendues de ce que nos recherches personnelles et graphiques et plastiques peuvent aussi offrir comme possibilité de projet derrière. On retourne à Dijon. Donc là, le cirque dont on a vu quelques images dans le pot pourri là, du début, là, dans le florilège dans le florilège d'images. Et donc oui, donc on travaille avec eux depuis 4 ans. Donc on a travaillé en 2020, on a travaillé sur l'édition annulée. On était tous ravis, on était super contents de la communication qu'on a faite. C'était une belle année encore, ça. Qui n'a pas existé. Enfin, ils avaient fait tout le print, ils étaient super contents. Et puis ça s'est annulé, donc on était tous ravis. Et donc on a fait ensuite trois éditions. Et donc là, c'est la dernière. Là pareil sur cette question de mouvement, etc. Enfin là c'est plus sur cette question de boucle, c'était plus de trouver un jeu sur jouer avec le numéro de l'édition, donc avec le 8 du cirque, où on a fait différentes recherches de forme un peu en mouvement et qui va nous créer une boucle infinie. Donc là on est plutôt parti d'un process à l'inverse animé qui nous intéressait pour ensuite se dire qu'est-ce qu'on extrait de cette idée avant, se dire on va jouer uniquement sur le chiffre de cette édition et mettre en avant cette notion de boucle un peu en mouvement avec on peut y retrouver aussi de l'oscillation parce qu'elle vient se nourrir de différentes textures qui vont vibrer de différentes manières. Donc voilà, c'était un jeu plus subtil sur les textures de ce 8 et la manière dont il s'anime, et on s'est dit ça va en faire l'élément variant de ce festival qui impose aussi un nombre de déclinaisons parce qu'ils font un espèce de visuel pour chaque soirée, etc. Donc on s'est dit ça va bien se prêter, ce jeu-là peut bien se prêter aussi aux enjeux de communication de cet événement.
Donc voilà, de manière statique, ce que ça peut donner aussi, avec voilà, différents 8, des choses un peu plus vibrantes à droite ou des choses un peu plus stables. Et donc après, voilà, l'idée étant d'avoir à chaque fois, alors il y en a certains qui variaient plus ou moins, mais d'avoir un 8 un peu différent ou qui va avoir un comportement différent pour les, je crois qu'il y avait quoi, il y avait 8 ou 9 soirées différentes, je sais plus le nombre, mais voilà, l'idée c'était un peu ça. C'était vraiment comment introduire de la variation autour de ce système-là, avec aussi l'idée là-dedans, c'est une fois que le système est fait, on peut assez rapidement produire les déclinaisons animées sans y passer du temps. Il faut juste taper le texte, faire play et la vidéo est sortie. Donc il n'y a même pas besoin de l'animer dans un logiciel quelconque d'animation. C'est ça aussi qui est assez plaisant des fois une fois que le système est en place, même si on est sur des choses plus simples. Là, ce qui était vraiment intéressant, là, c'était de faire le chemin inverse. C'était vraiment d'animer d'abord et de figer ensuite. Et dans le travail d'animation, il y a cette question du cycle qui se met en place, mais il y a aussi toute la question de la recherche du pattern, c'est-à-dire comment on l'habille, ce 8, comment graphiquement on lui donne de l'épaisseur, on lui donne du volume. Et tout à coup, de se dire, ben tiens, on va s'arrêter, on va faire des arrêts sur image, et on va le superposer sur du texte, et on va voir comment ça fonctionne. Et une nouvelle fois, on retourne un peu le processus dans l'autre sens, et plutôt que là, partir sur de la création d'une typographie fixe, c'est de la typographie vivante et protéiforme qui va, hop, tout d'un coup nous faire basculer sur une image fixe et une image animée, bien évidemment, derrière, mais encore une fois, on retrouve cette idée de se dire qu'on peut tout nourrir dans cette question du code, de la recherche graphique fixe et animée, et qu'en fait les deux peuvent exister ensemble, et nous, ça nous amène à chaque fois à des résultats assez surprenants, puisque il y a des choses qu'on maîtrise. Quand on fait une affiche, on la maîtrise. Une affiche fixe, on maîtrise parfaitement ses trames, ses couches, sa structure. Quand on travaille et qu'on s'autorise à travailler avec des formes vivantes, il y a énormément de choses qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire que la forme, à un moment, du 8, elle va tomber mal sur le 4 et ça va faire un effet un peu merdique. Mais l'avantage, c'est qu'on peut remultiplier ces formes de 8 et pouvoir choisir la bonne. Mais il y a une part il y a quelque chose qui nous échappe dans la création de l'image, et ça nous plaît beaucoup parce que ça remet en jeu énormément notre pratique, dans le sens où on s'autorise à à devoir gérer des erreurs, et qui peuvent en même temps parfois devenir des très bons process et des très bonnes intentions graphiques sur lesquelles on peut s'appuyer derrière pour développer l'ensemble du projet. Alors, on va faire une petite pause, parce qu'on fait du graphisme depuis 18 ans. Moi, depuis une dizaine d'années, j'ai une pratique de DJ et de producteur qui m'a fait faire pas mal de trucs assez drôles. Mais en fait, ça fait pas mal de temps. On a avec Pierre déjà beaucoup travaillé sur la question du VJing. On avait fait notamment à Chaumont, il y a plus de 10 ans, un workshop avec des étudiants où on se penchait avec eux sur la question de l'interactivité sonore et visuelle. Donc on avait mis en place toute une batterie d'outils pour pouvoir travailler avec les élèves sur un show visuel piloté en temps réel pendant qu'un DJ était en train de mixer. Donc c'est un projet qu'on a depuis toujours un peu dans le crâne. Il y a eu aussi des projets d'installation numérique aussi pour Nuit Sonore. C'est vrai qu'on n'a pas montré, mais des projets d'installation. On ne peut pas tout dire à chaque fois. Ouais, non, on peut pas tout dire. Mais comme ça, on va faire court, je pense. Et en fait, il y avait des projets d'installation lumière, LED. Il y avait toujours cette idée aussi d'interactivité sonore en live. Comment, quelle est cette question de visuel, musique? Comment, c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui a commencé avec le VJing sur ses premiers ateliers. Et ça fait un moment qu'il y a un truc qui nous taraude, c'est de connecter ce truc du DJ avec le truc du graphiste. Et bien connecté, bien comme on l'aime, bien à notre goût. Et en fait, la partie très traditionnelle, c'est-à-dire qu'il y a le DJ d'un côté, il y a le VJ de l'autre. Le VJ, il a sa banque d'images qu'il a préparée chez lui. Le DJ, il a sa banque de morceaux qu'il a préparée chez lui. Il fait son taf, l'autre fait son taf. Ça se passe bien ou pas, mais en tout cas, le cahier des charges, il est comme ça. Quand on a eu l'invitation de venir cette année pour le festival Format,
Il y avait donc l'invitation pour cette conférence et aussi l'invitation à ce que je vienne mixer samedi prochain, ce qui va se faire a priori, pour la soirée de samedi. On répond bien évidemment très positivement à l'appel, mais ça déverrouille tout à coup ce truc qu'on n'a pas le temps de faire, parce que, un peu comme on parlait tout à l'heure, Anna et Mathias, on n'a pas trop le temps de faire du R&D, quoi. On est un peu embarqué dans le tourbillon des projets, dans le tourbillon des deadlines, dans le tourbillon de tout, le tourbillon. Et là, on s'est dit, tiens, c'est peut-être l'occasion de se pencher un peu sur le sujet, avec comme petite idée en tête, alors on va rentrer vite fait dans un truc technique, mais c'est de trouver une solution pour que le DJ soit aussi le VJ. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus deux mecs sur scène, mais qu'il n'y en ait qu'un seul, et que ce que fait le DJ, c'est ce qui va générer le visuel. C'est aussi une façon de désacraliser ce que c'est qu'un DJ, puisque 90% des gens se demandent ce qu'il fout là-haut, parce qu'on entend la musique, mais on ne voit pas trop ce qu'il fait. Et du coup, on se dit à un moment, on en parle au bureau, et le DJ, il a 3 outils clés. Il a une platine à gauche, une table de mixage au centre et une platine à droite. Et on se dit, tiens, c'est marrant, cette table de mixage, elle a probablement une interface MIDI sur laquelle on peut se brancher. On l'a jamais vu, il n'y a pas de documentation là-dessus, mais c'est obligé, ça envoie du signal. Ça devrait pouvoir marcher. Alors d'abord, je prends un câble MIDI, un vieux machin, une vieille trombine qu'on met dessus, ça marche pas. Et puis on fait, mais attends, il y a un port USB en fait. Qu'est-ce qui se passe si on met un câble USB entre l'ordi et la table? Et en fait, ça marche direct. Donc là, on se dit, en fait, c'est au-delà d'une table de mixage, c'est aussi un contrôleur visuel. Et quand on mixe, on manipule des effets, des fréquences, on manipule des tranches. Et en fait, la technicité du DJ devient une sorte de pinceau qui va permettre de dessiner des formes ou de les faire réagir au son. Et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur BPM FPS. Donc BPM étant le rythme de la musique et FPS étant les frames per second. Donc là, c'est vraiment un projet de recherche. On s'est saisi de cette invitation de format pour se dire tiens, on va tester ça. Donc ce sera vraiment on va dire la bêta samedi. Ouais. Mais où là, l'idée, c'est vraiment de faire de la table de mixage à la fois le contrôleur visuel et avec un ensemble l'idée, c'est que ça marche comme une table de mixage. Si on utilise 2 platines, il y a un visuel associé à chaque platine et qui peuvent des fois se mélanger, se superposer, etc. Donc voilà, c'est simplement là, il y a juste ces petites choses qu'on voit. On en a pas trop montré et voilà, c'est vraiment un travail en cours à voir samedi si tout marche bien. Là, on est un peu si tout marche bien, normalement si on allume, ça marche. En fait, ce truc-là, en plus, on s'est dit tiens, parce que vous pouvez imaginer bien qu'on n'a pas 7000 balles de matos DJ au bureau. Donc on s'est dit, tiens, on va faire quelques vidéos des premiers tests qu'on a fait, on va les envoyer à Pioneer, donc la marque, on avait récupéré le contact du directeur marketing en Angleterre. Et en fait, on leur a dit, on fait ça, vous voulez pas nous en prêter avant qu'on aille à Strasbourg? Ils ont regardé, ils ont fait, il y a DHL qui part lundi prochain, donc on a reçu tous nos petits jouets au bureau, ce qui nous a permis de bien travailler pour ce week-end. Et vous pourrez découvrir ça, donc bien évidemment, pendant 2h30 infernales et endiablées, samedi soir. On est un peu stressé parce qu'on ne l'a jamais testé en dehors du bureau. C'est un projet en plus qui nous tient beaucoup à cœur parce que ça a réouvert encore un nouveau champ d'expérimentation graphique et visuelle qui en plus sont connectés avec le DJ. Donc ce qui est super intéressant, c'est qu'à partir d'un même pattern de forme, si c'est moi qui mixe ou si c'est vous, ça ne va pas faire la même chose parce que personne ne mixe pareil. Donc c'est très très intéressant et on a vraiment hâte de vous présenter ça. Et puis après, à mon avis, on va continuer à faire d'autres choses avec ce truc. En vous remerciant.